Donc, vous êtes dans la galerie là en ce moment, et nous avons les couleurs du Mexique en France. On fait 3 mois, 13 peintres en octobre. Vous avez vu qu'il y avait une dominante rouge, c'est parce qu'ils travaillent tous avec, entre autres, un pigment naturel qui est la cochenille. Et la cochenille est un petit insecte qui est élevé dans la figue de Barbarie. Et donc il y a une conférence mercredi prochain sur la cochenille et une démonstration sur ce qu'on peut faire comme couleur si on met des acides ou du basique ou de... Donc mercredi prochain sur la cochenille. Et puis au mois de novembre nous aurons un photographe. Les prochaines conférences, donc le 15 la cochenille, le 20 sur la radiesthésie, le 25 de l'or dans nos poubelles. Pourquoi de l'or dans nos poubelles? C'est que c'est un des grands défis mondiaux d'écologie que de savoir ce qu'on va faire de nos poubelles, comment on va recycler tout cela. Notons plus qu'en 2050, si nous existons encore, 80% de la population mondiale sera dans les villes. Et donc c'est un architecte qui fait cela. Le 27, votre santé n'intéresse que vous, avec Sylvie Simon. Le 23 novembre, Aména, une voix sur la sagesse. Ceux qui avaient déjà vu Monique Schlunk, je vous conseille de venir. Et vous retrouverez de toute façon tous nos programmes ici. Je voudrais signaler quand même un concert classique au mois d'octobre, un duo de becs et ongles, donc flûte et guitare, le 26 octobre. Et dire que les programmes avec Michel Cazenave reprendront le 16 novembre. Et cette année, ça sera sur l'amour fou. Donc, film et débat ensuite avec Michel Cazenave. Toutes les dates sont au dos de ce document. Merci. Si le hasard fait que vous n'aviez pas encore coupé votre téléphone portable, il est encore temps de le faire. Moi, je le fais de même. Et j'appelle notre vedette américaine. Voilà. Alors vous allez me permettre, moi je vais garder mon téléphone allumé, j'espère qu'il ne va pas sonner, mais c'est ma montre, mon réveil. Et ça me permet un peu de suivre et de savoir où on en est après dans la conférence. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette conférence est filmée et elle sera en ligne gratuitement sur Dailymotion, sur le site Enquête et Débat, à partir de je ne sais pas quand. Quelques jours. Dans quelques jours, voilà. Très bien, à toi. Je vois que des gens arrivent. Alors tout d'abord, bonsoir au Happy Few. Je vais peut-être profiter de l'introduction pour me présenter rapidement, à travers le thème d'ailleurs. J'aurais voulu commencer d'abord en m'excusant parce que le titre, en fait, je me suis rendu compte après avoir fait quelques études pour la conférence, c'est pas véritablement comme ça que j'aurais dû l'intituler. Et plutôt que de parler d'Heroic Fantasy, j'aurais dû mettre Fantasy en fait, les raisons d'un engouement. Parce qu'en étudiant, en fait, je me suis rendu compte que l'Heroic Fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy, et que ce dont on parle généralement, et ce dont on va parler ce soir, c'est justement d'un thème un peu plus large qui est la fantaisie en général. Un genre littéraire, cinématographique, donc la fantaisie. Alors tout d'abord, je voudrais aussi vous expliquer les raisons qui ont fait que ce soir je suis en train de parler de ce sujet devant vous. Parce que je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que vous êtes là ce soir. Certains peut-être me connaissent, je ne sais pas si c'est le thème qui vous attire ou autre chose. C'est vrai que dans le texte en fait que j'ai publié, j'ai parlé de Harry Potter, je parlais de Star Wars, je parlais de films et de romans qui sont assez à la mode. On peut parler véritablement d'un engouement. Il y a un succès de ce genre. Et moi, j'aimerais essayer de comprendre en fait, avec vous pourquoi il y a un tel succès. Alors pour vous expliquer pourquoi je me suis penché sur ce thème, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai l'habitude de traiter, moi je suis plutôt un spécialiste de la forêt de Brocéliande, du Graal, du roi Arthur et de ces sujets, ou d'autres sujets littéraires. Tout d'abord, c'est parce que lorsque j'étais adolescent, j'ai été un grand fan de fantasy, on va dire, pour ne pas dire heroic fantasy. Et je continue encore maintenant, de temps en temps, à aller au cinéma. Et je me surprends à voir des blockbusters comme récemment Thor, il y en a eu certains.
Et à chaque fois, j'ai un peu mauvaise conscience. D'ailleurs, je me dis, ah, franchement, tu rentres dans ce système un petit peu imbécile des blockbusters américains, hollywoodiens. Et puis, je me surprends à aimer ça. Et à chaque fois, je rentre chez moi en ayant un peu mauvaise conscience. Et je me dis, ah, t'es nul, hein, pour un ancien prof de français, tu ferais mieux d'aller voir du cinéma d'art et d'essai. Et à chaque fois, finalement, je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y aller? Et qu'est-ce qui fait que je suis comme les millions de spectateurs qui vont là? Moi, je ne fais pas partie des happy few, finalement. Je fais partie de la grande masse des gens qui consomment de la fantaisie. Donc, ça m'a posé la question, pourquoi je suis attiré par là? Donc, assez égocentrique, peut-être. Il y a une autre raison, c'est que pendant 15 ans, j'ai été professeur de français aussi, en lycée. Et donc, j'ai côtoyé quotidiennement des adolescents. Et j'essayais comme ça, difficilement, de leur faire entrer l'amour de la littérature, d'auteurs littéraires, de Balzac, de Flaubert, de Proust et autres. Et finalement, on se rend compte que c'est pas très simple hein, de faire aimer la littérature à des adolescents. Et puis je voyais comme ça devant moi des jeunes qui ramaient en français, qui avaient de très mauvaises notes. Tout d'un coup, je les voyais lire dans la cour de récréation et je me disais, mais c'est un miracle, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de lire. Et dès que je m'approchais d'eux, ils me montraient leurs livres, puis je voyais leurs yeux qui se mettaient à pétiller. Je disais, j'aurais aimé voir ça en cours, moi. Des élèves qui pétillaient en lisant des pages de Flaubert ou autres. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte en fait que c'était de la fantaisie ce qu'ils lisaient. Donc des auteurs un peu plus récents que ceux dont je vais parler ce soir. Mais en tout cas, des ouvrages de fantaisie. Et je les ai vus année après année, donc avec ces ouvrages. En général, comme souvent dans la fantaisie, ce sont des cycles. Ils ne lâchaient pas les auteurs comme ça, on les voyait une année, puis après une autre année avec le même auteur. Et puis j'ai traversé aussi le raz-de-marée Harry Potter, et je me souviens encore d'avoir des élèves comme ça sous mes yeux en train de lire, de dévorer le 5e tome de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sans écouter mes cours. Alors là, ça devenait plus problématique parce que je me rendais compte que moi, ils ne m'écoutaient plus. Alors, ils étaient dans un ouvrage, dans un roman, c'était déjà ça qui était bien, mais moi, ils ne m'écoutaient plus. Et donc, il y a comme ça des élèves qui sont venus me trouver à la fin du cours en me disant « Ouais, monsieur Gardien, vous devriez lire, c'est vraiment génial ». Alors, au début, j'ai commencé à m'y mettre parce que les élèves m'ont dit qu'il fallait le faire et que je trouve que c'est important pour un professeur de se tenir au courant de ce que font ses élèves. Mais finalement, je me suis fait aussi happer dans le monde de Harry Potter. J'ai pas honte de le dire, hein, parce que souvent, je me rappelle encore de certains collègues à moi qui disaient « Ouais, Rowling ou Stephen King, ce n'est pas la fantaisie d'ailleurs Stephen King, hein. C'est le McDonald's de la littérature ». Alors j'avais été un peu choqué, puis après je me suis rendu compte que ces gens étaient un peu snobs en fait de dire ça. Je crois pas que franchement que l'héroïque ou que la fantaisie soit le McDonald's de la littérature, même si c'est vrai il y a certaines œuvres qui sont pas très intéressantes d'un point de vue littéraire. Il y a aussi vraiment, il y a eu véritablement des chefs-d'œuvre de la fantaisie, hein. Il suffit de citer Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Pour moi c'est quand même un chef-d'œuvre de fantaisie mais aussi littéraire, et je pense qu'il restera dans les annales et que peut-être dans quelques années ou dans quelques siècles on l'étudiera. Et voilà, donc ça c'est la deuxième raison hein, qui fait pourquoi finalement mes élèves étaient tellement intéressés par ce genre. Est-ce que ça pouvait les aider aussi après à enclencher et à aimer la lecture? Parce que c'est la question que je me pose encore hein, finalement. Est-ce que de lire des ouvrages de fantaisie, ça va nous aider ensuite après à basculer sur un autre type de littérature et ça va attiser notre besoin de connaissance et finalement ça va nous mettre en quête, ce qui est un petit peu finalement le but de tout enseignant, hein, de mettre en quête ses élèves. Alors la troisième raison en fait, je vous parle en même temps de moi, hein, c'est qu'après avoir été professeur de français, pendant 1 an j'ai exercé le métier de professeur documentaliste. Donc toujours le même amour du livre hein, qui me liait à cette profession. Et tous les jours c'était pareil, on faisait des prêts hein, comme dans les bibliothèques. Et là, j'étais dans un collège, donc j'avais des petits-enfants, enfin des enfants, des préadolescents de la 6e à la 3e. Et moi, ce qui m'a vraiment stupéfait pendant 1 an, c'est de voir que les ouvrages qu'ils empruntaient, c'était, ouais, on peut dire, 99% de la fantaisie. C'était beaucoup de BD d'abord, beaucoup de bandes dessinées. Alors il y avait les légendaires, il y avait les L'Enfeuse de Troie, pour ceux qui connaissent un peu hein, la fantaisie, les Torgal, etc. Donc, toutes ces BD qui sortaient. Et puis tous les romans, alors évidemment Le Seigneur des Anneaux, pas tellement Le Seigneur des Anneaux, parce que peut-être un peu trop difficilité à lire pour des élèves de collège,
Mais en tout cas, il y avait l'Épouvanteur, il y avait des tas d'autres, je ne vais pas tout vous citer les titres, en tout cas beaucoup de romans comme ça, les Chevaliers d'Émeraude, etc., hein, qui sont connus. Et donc là encore, je me demandais, mais d'où ça vient finalement Et puis, je regardais un peu le stock aussi de ma collègue documentaliste et je voyais qu'une grande partie des livres dans les fictions, c'était des ouvrages de fantaisie. Et ils étaient mal classés aussi. Moi, en tant que professeur de français, je me rappelle, je devais faire un cours pour aider les élèves à s'orienter dans le CDI, dans le centre de documentation. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à leur expliquer que ces ouvrages étaient dans le rayon fantastique. Et puis tout d'un coup, j'ai réfléchi, et puis je ne l'ai pas dit aux élèves évidemment, mais je suis allé voir ma collègue après, je lui ai dit, mais t'es sûr que c'est bien classé? Ces ouvrages, c'est pas du fantastique, c'est de la fantaisie. Elle a dit oui, mais pour une question de facilité, on les met en fantastique. Et d'ailleurs, si vous allez maintenant dans une librairie ou dans une bibliothèque, vous verrez qu'en général, ces ouvrages, ils sont dans le rayon fantastique. Hein. La cote de l'ouvrage, c'est RF, roman fantastique. Et là, il y a un problème, à mon avis, il y a un problème de concept. Parce que, on le verra après, la fantaisie, ce n'est pas du fantastique. Et moi, ça me paraît important, justement, de bien définir les concepts pour savoir de quoi on parle. C'est un peu comme quand on va au cinéma et puis qu'on voit comédie dramatique hein, pour un film, et qu'on nous dit que le drame, c'est finalement quelque chose de triste. Or, c'est pas ça. Une comédie est forcément dramatique, puisque la comédie, elle fait partie du drame. Le drame, c'est simplement un spectacle où il y a de l'action. Voilà. Donc une comédie est forcément dramatique, et elle n'est pas forcément triste pour cela. Molière, c'est de la comédie dramatique, c'est du drame. Donc, en tout cas, j'ai commencé à me poser des questions en tant que prof de français, me dire héroïque fantasy, fantasy, fantastique, etc. Et puis tout dernièrement, en fait, quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché, c'est ma fille, ma cadette, en fait, qui a 10 ans, et qui est tombée sur Harry Potter, le phénomène Harry Potter. Alors bon, ça commence à être un petit peu éventé, heureusement, je dirais. On n'est plus dans le raz-de-marée, hein, Harry Potter. Mais quand même, hein, il y a des traces. Ça reste encore très fort et très actuel. Vous savez que le 8e opus vient de sortir au cinéma, et le 7e tome du roman, donc la saga est finie maintenant, ça y est. Voldemort, donc le Seigneur des Ténèbres, est mort. Et en tout cas, l'engouement continue. Et là aussi, ça m'a touché en tant que père, parce que je me suis dit, vraiment, ma fille est folle de ce livre. Elle a commencé à rentrer à la maison en me disant, papa, je veux absolument voir les films d'Harry Potter, on peut aller au cinéma, surtout que c'était le 7e qui passait, le 7e film. Moi, j'ai été le voir évidemment, en plus en 3D et tout. J'ai quand même trouvé ça assez violent, hein, même en tant qu'adulte. Pourtant, je vous dis, hein, je suis un peu accoutumé à ce genre de film. Mais quand même, je me suis dit, pour une enfant de 10 ans, c'était pas véritablement ce genre de choses que je souhaitais en fait qu'elle reçoive à son âge. Je préfère l'emmener dans la forêt de Brocéliande et lui parler justement des elfes et des fées quand on va ensemble dans la forêt. Pour moi, c'est plus adapté à l'âge. Mais je me suis quand même posé la question, parce que je voyais que c'était tellement fort pour elle. Et véritablement, je ne vous souhaite pas de le vivre, mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc est-ce qu'on est vraiment dogmatique et on dit non, tu ne le lis pas parce que c'est pas de ton âge? Mais finalement, quand on est parent, on se rend compte que c'est pas le genre de discours qu'on peut tenir trop facilement. Donc la solution, ça a été, après s'être concerté bien sûr, hein, avec sa mère, ça a été d'abord tu vas lire le livre et puis tu verras les films après. Et puis on avait vu, moi je sais que j'ai vu le film le 1, le premier chapitre, le premier opus de Harry Potter, ça reste encore assez enfantin, assez magique, gentil finalement. Ça commence un peu à se noircir à partir du 3e, on peut dire du 3e chapitre, hein, le prisonnier d'Azkaban. Donc secrètement, moi je me disais, bon, comme elle est un peu paresseuse, peut-être que de lire les livres, elle va abandonner, et puis qu'elle n'y reviendra plus avec Harry Potter. Et bien là, je peux vous dire, elle est au 5e tome, et je suis sûr qu'à cette heure-là, elle est encore en train de le lire, elle le dévore. Le matin, quand je vais à l'école, elle le dévore dans la voiture à côté de moi. Le soir, quand elle revient, elle est en train de le dévorer. Et il faut qu'on se batte pour lui faire éteindre la lumière parce qu'elle est vraiment plongée dedans. Et j'ai peur que ça aille comme ça jusqu'au 7. Voilà, mais je me dis qu'en même temps, les images qu'on se crée en lisant un roman ne sont pas les mêmes images que l'on reçoit en pleine figure avec un casque 3D en plus sur les yeux, hein, au cinéma. Donc, on verra ce que ça donnera, mais voilà. Voilà la 4e raison qui fait que je suis venu donc à me pencher sur ce sujet, la fantaisie, dont on va parler ce soir.
Alors j'espère aussi que l'ordinateur ne va pas me planter en plein, parce qu'il commence à être un peu vieux. Et vous allez voir, c'est finalement très visuel la fantaisie, hein. Donc il y a besoin d'images. Et je vous propose d'ailleurs tout d'abord un voyage dans l'univers de la fantaisie. Alors on est d'accord, on parle d'abord de la fantaisie, et puis après, je vous parlerai d'heroic fantasy, de science fantasy, de urban fantasy un peu, parce qu'on va voir que à l'intérieur de ce genre très très vaste, il y a finalement des sous-genres, et ça on ne peut pas s'empêcher de classer les choses, hein. Vous savez, ça c'est humain, c'est le rationalisme, un peu peut-être français, mais dès qu'on est dans un genre un peu ouvert, un peu vaste, où l'imagination prime, on a besoin un peu de créer des étiquettes, des genres, des sous-genres. Donc on en a créé, parce que très rapidement on s'est rendu compte que les écrivains de fantasy, ils échappaient à toute étiquette. Et il a bien fallu quand même dire, ce livre, qu'est-ce que c'est? Si je vous parle de Star Wars, finalement, qu'est-ce que c'est? Sachant que ce n'est pas de la science-fiction, c'est autre chose. Donc on a inventé un nom, et on l'a casé dans la fantasy. Donc finalement, si on devait définir déjà, même si je définirai un peu plus précisément après, ce que c'est que la fantaisie, c'est un mot anglais qui veut dire l'imagination, hein, simplement, la fantaisie. On l'a en français d'ailleurs aussi. Donc ce sont finalement des ouvrages qui laissent libre cours à la fantaisie, à l'imagination, et dans lequel l'auteur va casser toutes les règles habituelles et va donner libre cours à son imaginaire pour inventer des mondes. Des mondes où il y a des lois nouvelles en fait qui s'appliquent, une temporalité nouvelle, des univers complètement différents d'une autre avec ses propres lois, avec leurs propres lois. Ce serait ça la fantaisie. Et au sein de ce monde-là, on va voir, il y a d'autres choses qui... Alors dans un premier temps, je vais simplement vous faire défiler des images si vous voulez bien, et vous me dites simplement, vous exprimez en me disant si vous avez reconnu l'image. C'est la seule chose que je vous demande de faire. Parce que ça vous évoque quelque chose. Non, peut-être Conan, le barbare, on peut rajouter. Alors on va voir qu'on n'est pas tous de la même génération, évidemment. Moi, c'est en plein dans ma génération, ça. Et ça revient d'ailleurs, vous savez que le film est en train de ressortir en 3D, évidemment. Donc ça, peut-être, ça vous dit Batman, voilà. Et c'est simplement le sigle, attention. Donc voilà, un autre. Bon, facile, hein. Ouais, alors en fait j'ai pris cette image là parce qu'elle est libre de droit au début et c'est pour ça que mais bon, c'est vrai que c'est assez facile, mais en même temps le sigle on le connaît tous aussi, un autre, là aussi il y a le titre un peu à droite. Ouais, il faut connaître l'anglais déjà. Bon, vous avez tous reconnu le Seigneur des Anneaux, je pense, je vous demande pas dans quel tome ça se situe et qu'est-ce que l'on voit là, mais bon, il n'y a pas que des spécialistes, heureusement d'ailleurs. Alors ça, je sais pas, c'est aussi très connoté, c'est toute une génération, la mienne en tout cas. Les 4 Fantastiques. Alors c'est une bande dessinée de l'univers Marvel. Ça commence à être un peu connu aujourd'hui parce que l'univers Marvel, en fait, vous savez que maintenant ils font des films. Alors, vous avez tous vu Spider-Man, Iron Man, pardonnez mon anglais. Les 4 Fantastiques, je préfère dire en français parce que alors là, ça se complique. Thor, etc. Vous avez vu peut-être ces films. Il y a aussi Captain America qui est sorti cet été. Il va y avoir bientôt les Vengeurs, Avengers, etc. Donc ça aussi, facile. Ça parle Star Wars, mais le sigle on le connaît. Ça, pareil, j'aurais dû enlever, j'aurais dû effacer, flouter les titres. Mais ça fait partie encore de notre propos. Tarzan. On est aussi dans la fantaisie avec Tarzan. Et le dernier... vous voyez peut-être en bas, j'en ai parlé déjà, mais ça, en fait, oui, on connaît parce que c'est Iron Man, l'homme de fer. Il y a quelques temps, quand il est paru, justement, on voyait ça dans tous les couloirs du métro, on voyait ses affiches. Donc, vous voyez, c'est très visuel. Et ce que je voulais, en fait, vous montrer, je pense que si on avait eu plus de monde, je pense que, et plus aussi d'adolescents, je pense que ça aurait été encore sans doute plus efficace. Montrer d'abord que c'est un genre vraiment populaire et connu et qu'il est dans notre environnement quotidien. La fantaisie, on l'a tout autour de nous, dans les affiches, dans les films, dans les livres. Voilà. Mais la première chose, c'est à dire comment est-ce qu'on pourrait définir la fantaisie un petit peu plus précisément. Alors, on dit généralement que la fantaisie se situe entre 2 autres genres littéraires qui sont le fantastique et la science-fiction. Alors d'abord, qu'est-ce que le fantastique et qu'est-ce que la science-fiction? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de
de français, on n'est pas là pour ça, mais quand même rapidement. J'ai mis quelques petites images pour donner des ambiances. Voilà l'image que vous venez de voir, ça c'est une ambiance fantastique. Le fantastique, en fait, c'est un genre quand même qui est assez codifié, malgré ce qu'on croit. En général, on est dans le fantastique quand on se situe dans un univers où les causes des événements qui surviennent, qui sont des événements souvent surnaturels, on ne sait pas si elles se situent, si ces causes viennent d'un monde merveilleux ou d'un monde réaliste, réel, de notre quotidien. On hésite toujours entre une interprétation merveilleuse ou une interprétation réelle des événements qui sont en train de se passer. On oscille donc toujours entre merveilleux et réalité. Et on ne sait jamais finalement quel est le choix que l'on doit prendre. Donc il y a toujours une certaine confusion qui règne dans le fantastique, de la brume. Hein. Ce sont des univers brumeux. Alors pour citer une œuvre connue de fantastique, on pourrait citer le Horla de Maupassant. Hein. Les auteurs de fantastique sont surtout des auteurs de la fin du XIXe siècle. C'est un genre qui a été vraiment présent à la fin du XIXe. On peut citer Maupassant en France, on peut citer aussi Edgar Poe en Angleterre. Ce sont ces romans-là. Et donc ce sont toujours des nouvelles où il se passe des choses et on n'arrive pas à savoir si c'est vrai, enfin si c'est réel plutôt, ou si véritablement il y a un phénomène merveilleux qui est en train de se passer. Dans le Horla, par exemple, le narrateur se rend compte que peu à peu il est très fatigué quand il se réveille le matin et il croit qu'il y a un être en fait qui est dans sa maison et qui pompe ses énergies vitales le soir lorsqu'il dort durant la nuit. Donc pendant toute la nouvelle, il va essayer de démasquer cet individu qu'il appelle le Horla, avec un nom assez mystérieux, on ne sait pas véritablement pourquoi il l'appelle comme ça. Un être fantastique, on ne sait pas d'où il vient. Et il va justement lui tendre des pièges pour essayer de s'assurer que cet être existe. Et il se pose toujours des questions, suis-je fou? Donc ça, ce serait l'hypothèse réaliste. Hein. Je suis fou et donc cet être n'existe pas et j'invente complètement ce qui est en train de se passer, je suis simplement fatigué. Ou alors cet être magique existe, une sorte de vampire hein, invisible, et il vient me prendre toute mon énergie vitale. Et en fait, à aucun moment dans la nouvelle, on ne saura si le Horla est une créature objective, si elle existe indépendamment du narrateur, ou si c'est lui qui est complètement fou et qui l'invente, qui est dément. Puisqu'à la fin, en fait, la folie augmente, en tout cas l'état d'excitation du narrateur augmente. À la fin, il va carrément sortir de la maison, mettre feu à la demeure dans laquelle il croit que le Horla se trouve, en tuant les domestiques qui sont dedans. Donc, il arrive vraiment dans un état assez impressionnant. Et ça se termine justement avec cette question. Il espère que le Horla est mort avec l'incendie de la maison, mais ça se termine sur une question. Donc, on ne sait pas finalement. Et on quitte le livre avec un pincement, un serment au ventre. Et il pose la question, il se dit, si ces créatures existent, alors elle va se répandre dans l'humanité et elle va s'emparer et quelque part prendre la place de l'espèce humaine. C'est ce que dit Maupassant dans le Horla. Donc c'est la peur qui règne dans le fantastique. Hein. Dans la fantaisie, pas forcément. Ça dépend des sous-genres finalement, dans quel type de fantaisie on se trouve. Mais la peur est vraiment dominante. Le fantastique, je ne veux pas non plus trop m'attarder parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais il est apparu justement à un moment intéressant à la fin du XIXe siècle, en plein matérialisme, en pleine révolution industrielle, en Angleterre notamment, avec le roman gothique et toutes ces choses-là aussi. C'est justement un moment où on est en plein matérialisme et on commence à se poser des questions sur la matière et sur les croyances ancestrales. Et on se rend compte que finalement la matière ne peut plus apporter des solutions à toutes nos questions. Et on se pose la question, on se dit, entre la science et entre la croyance et la superstition, mon cœur balance. On est donc dans une zone d'incertitude et on pourrait dire que le fantastique reflète cet état d'indécision de l'humanité à la fin du XIXe siècle. C'est un genre intéressant, même encore aujourd'hui, hein, il y a des ouvrages de fantastique. Quand j'étais devant mes élèves, je leur citais souvent une série en fait, qui passait sur M6 à l'époque, hein, ça fait quand même quelques années. Vous allez me trouver un peu vieux jeu maintenant, ça s'appelait X-Files à l'époque. Ouais, hein. J'en parlais, non, c'est pas si vieux, mais pour les ados aussi, maintenant, ils sont déjà grands, hein, ceux à qui je parlais. Parce que je leur expliquais que dans cette série, justement, la vérité est ailleurs, on disait, mais il y avait 2 agents du FBI qui enquêtaient sur des phénomènes mystérieux. Et c'était vraiment intéressant de voir parce que vous aviez Mulder et Scully. Donc vous aviez l'homme qui croyait qu'il y avait tout le temps des extraterrestres qui étaient la cause et des conspirations mondiales qui étaient la cause des événements.
Donc c'était celui qui penchait plutôt pour des explications irrationnelles, hein, Mulder. Et puis vous avez sa copine, Rookin, Scully, l'agent Scully du FBI. Alors elle, c'était vraiment le flic scientifique rationnel qui essayait tout le temps de montrer qu'il y avait une explication réelle, en fait, ancrée dans le réel et rationnelle à ce qui se passait. Et dans la série, on oscillait tout le temps entre ces explications, jusqu'à ce que dans la Xème saison, comme toujours, finalement, les concepteurs ont choisi de faire basculer la série plutôt dans l'univers imaginaire. On a commencé à voir des extraterrestres, des tas de choses comme ça. Et là, je trouve qu'elle a perdu un petit peu de son charme, la série, parce qu'on est sorti du fantastique. Et si vous regardiez simplement le traitement esthétique de la série, c'était pareil, c'était des bleus, vous aviez tout le temps des brumes un petit peu, hein, des images à contre-jour, des choses comme ça. Là, on est en plein fantastique. Donc ça, c'est le fantastique. Je vous donne une autre image pour la science-fiction. Alors la science-fiction, elle, comment on pourrait la caractériser? On peut l'appeler aussi l'anticipation. C'est-à-dire qu'on prend généralement, l'auteur prend les données de la science de son époque. Alors dans l'ouvrage que je vous ai montré, c'est donc Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il est paru dans les années 1937, hein, ça fait quand même longtemps. Il a pris comme ça les données de la science de son époque, et puis il a extrapolé en projetant ces données 40 ans après. On imagine un univers dans un futur proche. En général, la science-fiction, c'est un futur proche. On pourrait citer Jules Verne aussi. Hein. Quoique Jules Verne, il est aussi un petit peu incernable. Il a aussi fait de la fantaisie, hein, Voyage au centre de la Terre ou des choses comme ça. Mais il a fait aussi des ouvrages de science-fiction. De la Terre à la Lune, bon, on peut voir, on est en plein dedans. Ou d'autres livres, c'est-à-dire qu'on extrapole et on imagine le monde quel sera notre monde dans 40 ans. Donc dans Aldous Huxley, par exemple, il imagine un monde dans lequel on va sélectionner les gènes des enfants pour créer des races qui seront capables qui seront adaptées aux différents besoins économiques de la cité. Donc vous aurez des êtres qui sont élevés la tête en bas pour je ne sais pas quels travaux en fait, pour justement travailler toute leur vie la tête en bas. Et c'est un monde comme ça où le bonheur est le but et on adore un prophète qui est Ford, le grand Ford, hein, celui qui a créé la Ford T et qui est aussi un petit peu, qui a développé le travail à la chaîne. Donc c'est un monde finalement, quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se rend compte qu'en 1937, Aldous Huxley avait quand même une vision prémonitoire de l'avenir. Il y a des auteurs comme ça. Hein. On peut citer aussi Clifford D. Simak, un auteur un petit peu plus connu. Hein. Mais la science-fiction aujourd'hui, c'est un genre qui est un petit peu passé de mode. Parce que justement, la science est tellement omniprésente que je crois qu'on a envie de passer à autre chose. C'était à une époque où il y avait un véritable engouement pour la science et on se posait des questions. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans 30 ou 40 ans si on continue dans ce sens-là? Ça, ce serait la science-fiction. Donc vous voyez que Star Wars, finalement, on ne peut pas véritablement dire que c'est de la science-fiction parce que d'abord, ça ne se situe pas du tout dans un futur proche, c'est pas 40 ans après notre monde, ça se situe dans un avenir, on a du mal à le concevoir, je ne sais plus si c'est 3000 après... Je me rappelle même plus d'époque, je crois même plus que Jésus-Christ soit pris comme référence temporelle. Enfin, c'est intéressant. Alors juste quelques mots aussi de l'historique, hein, sans vouloir plomber par des concepts trop littéraires. Comment est née la fantaisie, hein? Alors c'est intéressant de voir que le premier justement à avoir créé à s'être lancé dans des ouvrages de fantaisie, c'est le créateur, l'auteur de Tarzan. Et cet auteur, en fait, on l'appelle Edgar, je ne sais pas, excusez mon anglais, Edgar Rice Burroughs, je ne sais pas comment on dit exactement. J'aurais envie de dire Edgar Rice Burroughs, mais je l'ai écrit, voilà, ce sera plus simple, comme ça. Si quelqu'un veut me dire comment on prononce ça en anglais, Burroughs. Edgar Rice Burroughs, merci. Donc voilà, c'est lui qui a créé Tarzan, le créateur de Tarzan, en 1912, donc vous voyez que c'est quand même très vieux, hein. Et ce sont des aventures en fait tout à fait qui s'inscrivent dans le genre de la fantasy et même de l'héroïque fantasy, hein, parce qu'on a un héros plutôt musculeux, Tarzan, qui évolue dans un monde hostile, donc ça aussi c'est une des caractéristiques de la fantasy. Et peu à peu, cet univers qui est d'abord assez exotique et africain
au fil justement des publications, parce que ça va connaître un véritable succès, hein, ça va justement devenir un univers de plus en plus magique, où la sorcellerie, Tarzan sera confronté à des mages, à des sorciers, etc. Et ensuite, l'auteur, dont je ne citerai pas le nom, va créer des cycles qui s'inscrivent totalement justement dans la fantaisie, le cycle de Mars, le cycle de Vénus. Et on a des tas de cycles planétaires comme ça, avec des tas de romans qui vont se situer sur d'autres planètes, où des héros vont évoluer de planète en planète. Et il va justement être l'instigateur de ce courant de la fantaisie. Alors l'autre qui en général est plus connu, c'est lui là, Robert E. Howard, qui a créé donc Conan le barbare, comme on l'appelle, ou Conan le cimérien, hein, en 1930. Donc vous voyez que c'est quand même assez vieux, hein, déjà. Et là, on pourrait dire, on est vraiment dans l'heroic fantasy. C'est le premier roman d'heroic fantasy. C'est-à-dire qu'on a une fois de plus un personnage qui est caractérisé par sa musculature puissante, une certaine amoralité, pour ne pas dire immoralité, qui va combattre la magie, une certaine forme de magie qui est en général une magie plutôt noire, de la sorcellerie, et qui poursuit une quête, souvent une quête assez égoïste, hein, assez amorale. Donc ça peut être pour son bien-être, ça peut être la vengeance, sa quête. Et en fait, on va le retrouver dans des tas et des tas d'aventures. On a un cycle, hein, c'est le cycle de Conan le barbare, le Conan le cimérien. Alors bien sûr, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des romans, il y a eu des films, il y en a eu un connu dans les années 80-90 avec Schwarzenegger. Hein. Et puis donc récemment, ils ont repris le thème et ils en ont fait un film qui va sortir bientôt en 3D. Donc voilà, donc, on peut dire que Conan est vraiment le précurseur de l'heroic fantasy. Alors je continue. Alors maintenant, donc, on a commencé avec l'heroic fantasy. Je ne vais peut-être pas la redéfinir, simplement donc, pour rappeler que l'heroic fantasy, c'est justement l'imaginaire débridé, mais autour d'un héros. Et on va essayer de susciter l'admiration du lecteur. Donc il y a véritablement quelque chose d'héroïque. On va assister aux exploits d'un héros. C'est le genre qui se rapproche le plus d'un genre littéraire ancien qui est l'épopée. On est vraiment dans quelque chose d'épique, hein, genre l'Iliade, l'Odyssée, etc. Mais en mêlant justement les préoccupations actuelles, hein, préoccupations de l'homme moderne. Donc voilà, ça c'est donc Conan, hein, on a vu. Tac. Toujours avec Howard. Alors ensuite, on a un autre genre qu'on appelle la high fantasy, et c'est là que se situe donc le cycle du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors quelle est sa caractéristique? Alors c'est plus tardif, vous voyez, le Seigneur des Anneaux, donc c'est plutôt dans les années 50, même si Tolkien a commencé à écrire bien avant, déjà dans les années 1910, Tolkien s'est consacré à l'écriture, il écrivait déjà. Et il était très ami en fait avec un autre auteur qui est aussi connu, qui est C.S. Lewis. Il avait aussi une grande correspondance avec lui. C.S. Lewis, en fait, c'est l'écrivain qui a créé le monde de Narnia, qu'on connaît aussi en général, hein, qui a été aussi réalisé par les studios Disney. On connaît les films, hein, le monde de Narnia. Et donc, c'est justement ce C.S. Lewis qui a incité Tolkien à écrire de la fantaisie. Et il a commencé à écrire un ouvrage qui s'appelle Bilbo le Hobbit. Et il y a eu un tel succès, d'ailleurs, plutôt, il a été connu en tant qu'écrivain de jeunesse, il a eu un succès plutôt comme écrivain pour enfants. Mais quand il a vu le succès, en fait, il a repris le monde de Bilbo le Hobbit, et il en a fait véritablement, il a fait des recherches, parce que Tolkien, c'est ça qui était intéressant, c'est que c'était un linguiste, c'était un chercheur, c'était un universitaire, il était spécialisé en fait dans les langues et les cultures et les civilisations indo-européennes. Et notamment toutes les civilisations germano-scandinaves. Donc il était féru du cycle de Léda, et il a intégré justement tous ces mythes, les histoires de Odin, les histoires de Léda. Il a même été jusqu'à inventer une langue, la langue elfique dans Le Seigneur des Anneaux. Il a créé une langue avec une syntaxe, hein, et même certaines personnes apprennent cette langue aujourd'hui. Il y a des femmes qui apprennent cette langue, qui peuvent la parler. C'est un langage, donc ça va, vous voyez, ça va très loin, c'est-à-dire qu'on crée des univers entiers. Il a inventé aussi la carte du monde du Seigneur des Anneaux, ce qu'il a appelé la Terre du Milieu.
Donc c'est une carte très précise avec des montagnes, avec des océans, avec des plaines. Il a inventé une mythologie avec une histoire, avec un passé, le Seigneur des Anneaux. Il a créé des cycles, donc il y a le Silmarillion, les légendes inachevées, etc., des mythes. Hein. Et ça finit par former véritablement un corpus très impressionnant. Hein. C'est devenu quelque chose à lire. C'est des milliers et des milliers de pages. Je crois même qu'il y a des sociétés qui existent maintenant pour étudier l'œuvre de Tolkien, qui est vraiment fantastique. Enfin, fantastique, si je puis dire. Donc, juste quelques images, Conan, on retrouve. Hein. Le Seigneur des Anneaux, toujours la chevauchée. Hein. Voilà. Alors, je continue simplement. Pour les sous-genres, il y en a encore quelques-uns. Alors là, vous connaissez tous. Hein. Cette fois-ci, c'est plus le nom, mais vous reconnaissez peut-être l'affiche de Harry Potter. C'est, je crois d'ailleurs, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, hein, le 5e opus. Alors, dans quelle catégorie de la fantasy on va classer Harry Potter? Alors, moi, je la classerai en fait dans ce qu'on appelle la... Oh, j'ai mis d'abord des images, bon, donc là, on en voit une autre. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Ça vous dit quelque chose, non? Quelque chose d'un petit peu plus glauque. C'est pas Alien, non, mais ça a, à mon avis, inspiré fortement Alien. Ridley Scott, ouais. Donc le premier, c'est donc Harry Potter, et c'est ce qu'on appelle la urban fantasy. C'est-à-dire qu'en général, il y a intrusion du merveilleux dans un univers quotidien, urbain. C'est la magie qui déferle dans notre univers de tous les jours, et ici, dans Harry Potter, c'est la magie qui va déferler dans le Londres du 20e, de la fin du 20e, du début du 21e siècle. Hein. Harry Potter, vous avez le chemin de traverse qui est en plein Londres, vous avez le ministère de la magie qui est en plein Londres, et quand vous regardez ou vous lisez les romans, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a des descriptions très réalistes hein, de notre époque aussi. C'est la urban fantasy. Voilà. Sur lequel Pardon? Sur lesquels vers Dessous? Oui. Bah justement, j'en viens. Alors, je voulais juste vous mettre le nom de l'auteur, donc J.K. Rowling, la créatrice donc, de Harry Potter. Hein. Aussi, un succès, c'est des centaines de... Je ne vais pas dire centaines de millions, mais en tout cas des dizaines de millions d'exemplaires vendus par le monde. Un succès que tout écrivain envie. Hein. Voilà. Dans l'autre, ça fait partie de la dark fantasy, la fantasy sombre. C'est-à-dire qu'en général, il y a de la magie, mais c'est toujours de la sorcellerie, de la magie noire qui règne. Les entités qui se promènent dans ces univers-là sont des démons. Et celui qui a créé justement ce monde de la dark fantasy, c'est H.P. Lovecraft, que personnellement j'adore. Hein. C'est un auteur, peut-être certains l'ont lu d'ailleurs. Il est le créateur d'un cycle qui s'appelle le cycle du Cthulhu. Je ne sais pas d'ailleurs comment on le prononce. Alors le Cthulhu, chez Lovecraft, c'est aussi tout un univers. On pourrait passer la soirée à parler de Lovecraft. C'est un univers en général un peu glauque, très sombre. Ce sont des créatures matérielles, en fait, on n'est pas dans un monde invisible, qui viennent d'autres planètes et qui viennent sur Terre pour finalement mettre l'humanité en esclavage. Et ce sont ces créatures qui sont aussi des anciens dieux oubliés, selon Cthulhu, hein, qui dorment au fond de la Terre, dans des labyrinthes, sous des pyramides, etc., qui sont ressuscités par des magiciens. Alors, il va très loin, H.P. Lovecraft, qui était d'ailleurs un peu fou. Hein. Il nous parle d'un arabe, l'arabe dément Abdul al-Azred, qui aurait écrit un livre qui s'appelle le Necronomicon, dans lequel il donne justement il donne les formules qui permettent d'invoquer les morts très précisément. Moi, je me rappelle avoir lu ce livre, j'ai même pas pu dépasser les premières lignes, parce que carrément, il vous dit, lorsque vous lisez cette phrase à haute voix, vous invoquez des morts, etc., ce sont des paroles assez violentes. Et c'est un livre, en tout cas à l'époque où j'étais adolescent, que beaucoup de gens lisaient autour de moi, mais ça pose la question. Vous voyez, on est entre deux univers, donc un univers de sorcellerie, de magie très sombre, et qui a aussi inspiré beaucoup les écrivains aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup d'écrivains qui s'inspirent de Lovecraft. Et le cinéma actuel, on parlait d'Alien tout à l'heure, je pense qu'en effet, Alien est fortement inspiré de cette créature. Et d'autres cycles. Il a eu aussi beaucoup de continuateurs, Lovecraft, hein, beaucoup de gens qui ont continué à écrire ses aventures. Je ne les citerai pas, je ne les connais pas de mémoire, mais en tout cas, il suffit que vous alliez dans une librairie et vous regardez dans le rayon fantastique de Presse Pocket, puis vous verrez le cycle du Cthulhu, avec un autre nom que Lovecraft, parce que ce sont des continuateurs, où on a Lovecraft présente, hein, pour montrer que ça s'inscrit dans cette tradition.
Donc en tout cas, c'est très à la mode aussi ça. Il est mort, je crois qu'il est mort d'une façon assez étrange, Lovecraft. Hein. Il a une vie, j'ai pas véritablement lu sa biographie, mais c'était un personnage. Alors, il suffit de voir sa photo, hein, quelqu'un qui a une figure assez longiligne, comme ça, tout blanc. Et ce qui est impressionnant, c'est que lui aussi a créé des univers. C'est-à-dire, on se demande même si ça n'existe pas. Il parle d'une université où justement on aurait des manuscrits qui sont très vieux et où on parle du cycle du Cthulhu, les manuscrits anciens. Et il y a encore tout un engouement, il y a des sociétés qui sont créées pour essayer de faire des recherches, justement, pour essayer de retrouver les références de ces œuvres. Alors je continue, je crois que j'avais fini, mais non. Voilà, donc comme sous-genre, maintenant on en arrive à Star Wars, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'inscrit aussi dans la fantasy. Donc Star Wars, ce n'est pas de la science-fiction, hein, malgré ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on appelle de la science fantasy, en fait. C'est-à-dire on utilise la science, un univers technologique, on a des vaisseaux spatiaux, on a des sabres laser, mais en réalité, on est en plein dans un univers moyenâgeux, on pourrait dire, avec des chevaliers, avec des quêtes, etc. On est dans une fantaisie, on invente des univers, on invente des créatures, on invente des mythologies même. C'est ce qu'on appelle la science fantasy. Et le dernier, peut-être vous l'avez lu, hein, un ouvrage qui s'appelle Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui est aussi un ouvrage de fantaisie, qui reprend justement les thèmes de la quête du roi Arthur, cette quête qui m'est chère d'ailleurs. Et ça s'appelle aussi Les Dames du Lac. Donc elle a vu la quête arthurienne et toute l'histoire arthurienne, mais à travers le regard des femmes, donc le regard de Morgane, le regard de Viviane, toutes ces dames. Et c'est aussi un ouvrage de fantaisie. Donc on appelle ça plutôt de la romantique fantaisie, parce qu'en général il y a des histoires d'amour là-dedans, il y a des personnages qui s'aiment, il y a de la passion. Et très souvent ce sont des femmes qui écrivent ces... Donc Star Wars, c'est George Lucas hein, qui a réalisé le film, juste. Et donc pour la romantique fantasy, on peut citer Marion Zimmer Bradley. On pourrait citer aussi Ursula Le Guin, on a d'autres comme ça, avec aussi Terre-Mère, etc. Donc voilà pour les sous-genres, voilà pour l'historique. Maintenant, en fait, j'aimerais passer à une deuxième partie, on pourrait dire. On a un peu défini, alors bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de la fantaisie, hein. Je suis sûr que s'il y avait des adolescents, ils me reprendraient sur certains concepts, mais on a les bases en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse véritablement ce soir, c'est comprendre pourquoi finalement il y a un tel déferlement de fantaisie aujourd'hui, et puis surtout aussi, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, une fois qu'on est un peu tombé d'accord sur les raisons de cet engouement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, moi ça serait un peu ces trois temps. Donc voilà le petit logo hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc essayer de comprendre pourquoi il y a eu un tel succès, un tel déferlement de la fantaisie, et pourquoi elle est tellement présente aujourd'hui. Hein. Alors la première chose, c'est qu'à mon avis, un peu comme une drogue, c'est un peu comme une drogue, elle répond à un manque chez l'être humain. Vous savez qu'en général, les personnes qui se droguent, en tout cas qui sont addictes, c'est parce qu'il y a un manque et que la drogue leur apporte quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et là, la fantaisie, je pense qu'elle répond à un manque profond de l'humanité, même existentiel, on pourrait dire. Notamment des adolescents, puisque la fantaisie touche principalement les adolescents, mais même les adultes. En tout cas, moi, personnellement, je sais que si je vais au cinéma voir des Thor ou des films, ou des Conan, ou des Star Wars, etc., c'est parce que, sans doute, il y a quelque chose qui me manque. Donc j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce qui nous manque? Alors, c'est juste une petite image en fantaisie, on voit la statue de la liberté, justement, qui est submergée par un raz-de-marée. Hein. On pourrait parler aussi de tous les films de catastrophes, hein, genre Le Dernier Jour et toutes ces choses-là. Je pense que ça aussi, c'est une chose qui nous manque, à savoir, on pose des actes aujourd'hui dans le monde et on attend des réponses de la nature qui ne viennent pas. C'est Albert Camus qui a eu une phrase vraiment intéressante en parlant de Don Juan de Molière. Vous savez, Don Juan et le festin de Pierre, je fais une petite parenthèse juste pour... mais je reviendrai à notre thème. La pièce de Molière, Don Juan et le festin de Pierre, en fait, c'est une pièce où pendant toute la pièce, Don Juan, donc c'est un seigneur qui va blasphémer, qui passe son temps à blasphémer, à injurier le ciel, hein, à provoquer la colère de Dieu. D'ailleurs, Sganarelle lui dit tout le temps, le ciel, faites attention au ciel.
Et Don Juan passe son temps à provoquer le ciel, et jusqu'à la fin où il va provoquer justement une statue, donc la statue du commandeur, c'est elle, le festin de Pierre. En fait, c'est une mauvaise traduction d'un titre qui devrait être l'invité de Pierre. Parce qu'il va inviter à souper une statue, la statue d'un homme qui est le commandeur, qu'il a tué en duel il y a quelques années, avant de commencer l'histoire. Et toute la fin de la pièce, c'est en fait l'attente de Don Juan qui attend son invité de Pierre, cette statue. Et il espère justement qu'elle va venir pour quelque part lui montrer « je suis supérieur à toi qui représente le ciel ». Et cette statue arrive, et toute la fin de la pièce, c'est justement le commandeur va lui dire « repens-toi pour toutes tes fautes ». Et à la fin d'ailleurs, il y a cet acte vraiment intéressant où il tend sa main et il dit « prends ma main » comme ça. Et il dit « repens-toi ». Vous savez, dans l'opéra de Mozart aussi, hein, il dit « pentitino, pentitino ». Et puis, il y a et puis il ne se repent pas, et puis à la fin, il y a le sol qui s'ouvre, et puis Don Juan tombe en enfer, justement. Et il meurt à la fin. Donc, quelque part, le ciel a gagné. C'est une fin qui convenait à l'époque. Et ce que dit Camus, parce que je n'ai pas perdu mon fil, et qui dit le désastre en fait de l'homme moderne, et le désastre pour Don Juan, c'est que Don Juan a attendu le commandeur pendant toute sa vie, il n'est jamais venu. Et c'est ça le désastre de l'humanité aujourd'hui, l'absurdité de notre destin. C'est que quelque part nous posons des actes violents et forts aujourd'hui, nous passons notre temps, enfin quand je dis nous en tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui, notre société place son temps à blasphémer et à provoquer la nature en faisant des choses inconsidérées. Et je crois que si on fait ça, on peut se poser la question, hein, pourquoi on n'arrête pas après les Fukushima et tout ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on continue? Je crois qu'on attend vraiment une réponse et qu'on serait heureux de cette réponse. Ça veut dire qu'au moins, il y a quelque chose de l'autre côté. Et le drame, je crois, de l'époque actuelle, c'est qu'il n'y a rien qui vient. Et alors, je le disais peut-être un peu en provoquant à mes adolescents, j'espère que je ne vais pas trop vous provoquer. Je crois que quelque part, quand on a des raz-de-marée, quand on assiste à des événements un peu violents, comme il y en a en ce moment dans le monde, on est quelque part un peu satisfait. En tant que, alors, il n'y a pas seulement le voyeurisme, mais aussi quelque part, on dit enfin ça réagit, quoi. Il se passe quelque chose. Secrètement, je crois qu'on attend une réponse. C'est aussi pour ça que j'ai mis cette image. C'est que dans la fantaisie, le monde est vivant, le monde réagit, le monde est actif. Le héros vit dans un monde qui est hostile, mais qui répond à ses... Quand il fait quelque chose, en général, il y a une réponse du merveilleux, il y a une réponse du spirituel et du magique. Et nous, on a l'impression parfois qu'on prie et qu'il n'y a rien qui se passe, ou qu'on fait... On a vraiment besoin quelque part de choses un peu tangibles et fortes. Et ça, c'est un peu le problème de la fantaisie. Alors, on en parlera après, c'est que dans la fantaisie, justement, il se passe quelque chose. Et je crois que les adolescents, justement, ils aiment cette chose-là parce qu'il se passe enfin quelque chose dans le monde. Alors, la première chose, ensuite je continue, c'est aussi à mon avis une réaction au rationalisme qui a un peu envahi le monde et une réhabilitation de l'imagination qui a été finalement historiquement mise de côté. Alors j'ai mis l'image de quelqu'un que pourtant j'apprécie beaucoup et que je trouve qui est très important pour l'histoire de l'humanité, donc René Descartes, hein. Je pense donc je suis, d'accord? Et à mon avis, on parle de cartésianisme d'une façon un petit peu dévoyée, parce que justement Descartes n'était pas le rationalisme sec hein, qu'on veut montrer. C'était quelqu'un d'abord qui croyait en Dieu, qui croyait dans le monde invisible, qui a seulement posé les bases d'une méthode philosophique, d'une philosophie de la connaissance, des bases sur quoi est-ce que je peux me poser pour connaître le monde de façon certaine. Et lui, ce qu'il dit, c'est sur le doute. Je doute de tout ce qui existe, et si je doute, c'est parce que je pense, et c'est sur la pensée que je vais devoir m'appuyer pour étudier le monde. Alors après, il y a eu des dérives, etc. Il y a eu aussi Blaise Pascal, hein, qui est à la même époque, au XVIIe siècle, donc en plein classicisme, qui nous dit justement qu'il faut se défier de l'imagination. Alors lui, il le développe dans ses pensées aussi, et il nous montre que l'imagination fait de nous des êtres justement asociaux et problématiques. Et c'est plus avec Blaise Pascal, je dirais, qu'avec Descartes, que l'imagination a été mise au banc de la société. En tout cas, ça va se développer pendant tout le XVIIe siècle, le classicisme, et ça va surtout connaître des sommets avec le XVIIIe siècle. Et pendant que j'étais dans le métro et que je venais, je me posais la question. On dit souvent qu'on est dans un monde rationaliste aujourd'hui,
Et en fait, j'étais en train de me dire finalement, pas tant que ça. Parce que si on regarde bien, c'est pas du tout logique ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois plutôt qu'on est dans un monde technocratique, où la technologie prime, mais la raison, je trouve c'est bien quand on fait appel à la raison, parce que finalement, il y a des tas de choses, si on était raisonnable, qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Hein. Donc, je ne crois pas que l'homme d'aujourd'hui soit un être rationnel. J'y crois pas, moi. Je crois plutôt qu'on s'est rué comme ça de façon instinctive dans la science et dans la technologie. C'est pour ça que je disais que Descartes, je ne voudrais pas non plus le stigmatiser. Je pense qu'en effet, le rationalisme s'est développé historiquement à partir de lui au XVIIe siècle. Et je ne crois pas qu'il soit responsable du monde complètement illogique dans lequel on vit aujourd'hui. En tout cas, en réaction à cet hyper-rationalisme qui a existé à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu le romantisme qui a justement mis à nouveau au centre des préoccupations l'imaginaire et la sensibilité, hein, et non la raison. Alors que la raison, c'était vraiment la préoccupation des classiques, la préoccupation du XVIIe siècle. Ce qui intéresse les gens du XVIIe siècle, c'est de faire des règles, de créer des dictionnaires, des académies, donc donner les règles des genres littéraires. On va donner la règle des 3 unités à la tragédie, on va codifier la langue française, on va finalement tout codifier. Hein. Et en réaction à ça, les romantiques vont dire non, ce qui prime vraiment, c'est l'imagination. Il faut ouvrir un petit peu cela. Et littérairement, c'est Victor Hugo qui va mettre le feu aux poudres avec son drame romantique qui sort de tous les codes, qui s'appelle Hernani. Il va mettre historiquement le feu aux poudres avec, oui c'est ça, le drame d'Hernani, dans lequel il réhabilite la pensée, il réhabilite, l'imagination. Là, vous avez une illustration du peintre David Caspar Friedrich, qui représente justement, à nouveau, on pourrait dire, cet homme qui réfléchit, hein, qui regarde le monde. Et je l'ai mise aussi parce que je trouve que ça pourrait être une illustration de fantaisie. Quand on regarde avec ce monde brumeux tout autour, hein, ces montagnes grandioses, cet homme qui nous tourne le dos un peu sombre, seul, cette solitude de l'être dans un monde, alors il n'est pas hostile, mais en tout cas un monde majestueux où l'imagination peut se développer. Je trouve que ça peut représenter la fantaisie. Et c'est aussi pour ça que je me dis, finalement, la fantaisie ne serait-elle pas une révolution romantique, elle aussi? C'est une question que je pose, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'aurait pas la même ampleur que ce qui s'est passé au XIXe siècle, à savoir, on va faire exploser finalement les dogmes, on va faire exploser tout ce qui contraint l'homme et l'empêche de s'épanouir totalement. Et ça pourrait aussi expliquer les raisons de cet engouement de la jeunesse pour la fantaisie aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la révolution romantique, elle a été menée par des jeunes. Et moi je disais à mes élèves, c'était des punks, hein. On pourrait dire les romantiques du début du siècle, du 19e siècle. C'était des punks, ils avaient les cheveux longs. Si vous regardez un Théophile Gautier, il avait un gilet qui était couleur framboise, qu'il avait fait exprès justement pour la première d'Hernani. Ils faisaient cuire des saucisses dans le théâtre et ils urinaient partout sur les murs pour choquer les classiques, qu'ils appelaient les genoux, parce qu'ils avaient des têtes qui étaient comme des genoux, c'est-à-dire chauves. Et c'était quelque chose d'assez violent, hein. C'était vraiment une véritable conspiration des jeunes. C'est Musset qui dit aussi « né trop tard dans un monde trop vieux hein. ». C'est-à-dire que les jeunes ne se reconnaissaient plus dans ce monde de vieux, qui était le monde de la Restauration, hein, de 1830. Donc il y a eu cette révolution. Et je me suis posé la question finalement, est-ce qu'on ne serait pas aussi en train d'assister à une véritable révolution qui nous dit, stop, arrêtons ce monde où finalement c'est plus vraiment le rationalisme, ce serait plutôt le scientisme est omniprésent, et redonnons sa place à l'imagination. Ce qu'il faut voir aussi dans l'éducation nationale, hein, la place qui est laissée à l'imagination, elle est finalement assez restreinte. On se donne bonne conscience en donnant des cours d'art plastique et des cours de musique, mais les pauvres professeurs qui donnent ces cours, qui assènent ces cours plutôt, ils sont en général très délimités par les instructions officielles. On a des tas de choses comme ça qui pourraient donner la part belle à l'imagination, comme les TPE, les travaux personnels encadrés, etc., et qui sont tout de suite repris par le ministère et qui sont tout de suite mis dans des ornières comme ça et guidés, parce que je crois qu'on a peur que les jeunes finalement se mettent à devenir trop imaginatifs, parce que quelqu'un qui devient imaginatif, il devient créatif, ça devient aussi créatif social, et ça peut devenir quelqu'un qui fait exploser aussi la société dans laquelle on vit.
Donc moi je crois qu'il y a véritablement une peur. Hein. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une révolution qui veut mettre fin au monde dans lequel on est? Donc c'est une question. Hein. Après je laisse la question ouverte pour un éventuel débat. Donc là, vous voyez, je serais plutôt dans quelque chose de positif, les raisons d'un engouement. Donc ce serait finalement passer de cet ancien monde à un monde nouveau qui laisse sa place à l'imaginaire. Alors, je pense aussi, et ça ce serait peut-être un peu moins positif, que derrière cet engouement et cette fascination pour la fantaisie, il y a un vieux mythe qui est ancré aussi dans notre inconscient collectif, qui est le mythe de l'âge d'or. J'ai mis « c'était mieux avant ». Parfois, j'en parle en disant c'est le mythe du vieux con pour moi. C'est aussi un peu provocateur, mais on le retient bien. On le retient bien. Oui, vous savez, dans toutes les institutions, vous avez toujours des gens comme ça. On ne peut pas s'en passer, il y en a toujours. C'est-à-dire, ah, c'était mieux avant. Avant, les profs étaient mieux, les enfants apprenaient mieux. Il y avait plus d'autorité. Puis si vous regardez à la télé, aux infos, c'est le discours qu'on a un peu actuellement. Hein. L'école était mieux avant, etc. C'est un mythe. C'est-à-dire... on croyait, en effet, c'est un mythe qui date des Grecs, hein, qui a eu différents âges, et que plus on part dans le passé, plus on était près des dieux. J'ai mis une petite image qui va illustrer ça, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'autrefois, l'homme était plus proche des dieux. C'est aussi ce qu'on voit au temps du Paléolithique. C'était un cueilleur, c'était un nomade. Finalement, il se nourrissait du monde. Il n'exploitait pas la nature, il ne la détruisait pas. Il cueillait et il chassait. Et donc, la nature lui donnait tout ce dont il avait besoin. C'est un peu le mythe de l'âge d'or. Et il n'avait pas à travailler pour subvenir à ses besoins. Et puis, peu à peu, nous disent les Grecs, il y a eu le mythe d'argent, l'homme s'est un petit peu plus éloigné des dieux. Il y a eu l'âge de cuivre, et puis l'âge d'airain, l'âge de fer. Et aujourd'hui, on serait dans l'âge de fer. Hein. Donc, un âge sombre où justement règne la guerre, règne le vice. Et ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est qu'il y a un regard cyclique sur le temps. C'est qu'on pense qu'après l'âge de fer, on va revenir à un autre âge qui sera un nouvel âge d'or. C'est un petit peu ce qui vit aussi dans le New Age, un petit peu, hein, c'est-à-dire un nouvel âge. Donc dans le New Age, on parle de l'âge du Verseau, mais c'est un petit peu cette idée finalement que de façon cyclique, il y a un âge d'or qui va revenir, puis qu'on va traverser un peu des cycles. Et cette idée du temps, cette idée cyclique, elle est finalement très présente dans l'Heroic Fantasy. Donc je vous l'ai symbolisé par ce dessin, donc le serpent qui se mord la queue, je ne me rappelle plus du terme grec, je crois que c'est l'ouroboros. Mais voilà, donc le serpent qui se mord la queue, qui représente ce temps cyclique, qui ne s'arrête pas, qui ne s'use pas. C'était une conception médiévale du temps. Vous savez, au Moyen-Âge, lorsqu'on était en pleine mentalité symbolique, on pensait qu'il y avait comme ça des cycles sur la Terre, qu'il y avait des catastrophes, et que le temps allait revenir qu'il y avait des prophètes qui ponctuaient, et qu'à la fin des temps, on reviendrait à un âge d'or. Finalement, l'Apocalypse, c'est le retour à l'Éden, hein, à Adam et Ève, un petit peu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lit dans la Bible. Donc c'était une conception qui a été présente tout au long du Moyen-Âge, et la fantaisie, pour ne pas dire l'heroic fantasy, est tout à fait teintée de cette ambiance, de cette mentalité mythique, médiévale, propre à l'âge médiéval, hein. À savoir le mythe de l'éternel retour aussi, dont nous parle Mircea Eliade. Et je crois qu'il y a aussi un peu ce sentiment que on va sortir avec cette peur, vous savez, on vit aussi dans une époque où on a peur de la fin des temps, et quelque part c'est une façon de sortir un petit peu de ça, de cette fin qu'on sent imminente, de se dire oui mais derrière il y a encore un espoir, il va se passer autre chose, on va recommencer perpétuellement. Donc on retourne dans un âge mythique, une conception du temps un peu plus cyclique. Et si vous regardez bien, la plupart des ouvrages en fait d'héroïque, de fantaisie, ce sont des cycles, toujours. Vous avez le cycle de Conan, vous avez le cycle du Seigneur des Anneaux, vous avez le cycle de Harry Potter, c'est toujours il n'y a jamais un roman, il y a toujours une série de romans. Hein. Le Seigneur des Anneaux, il y a 3 tomes, avec des centaines de pages. Harry Potter, il y a 7 tomes, hein, c'est une saga, mais on pourrait dire un cycle aussi. Hein. Conan, c'est un cycle. Vous avez vu que le créateur de Tarzan a créé le cycle de Mars. C'est toujours des cycles, c'est-à-dire on n'arrête pas, on continue toujours sur la lancée, c'est comme s'il n'y avait jamais de fin et qu'on allait continuer. Donc, pour moi, c'est un peu une volonté de se plonger dans un temps ancien, un autre temps, un temps mythique, d'avant le temps linéaire, le temps de l'évolution.
Et ça, moi je dirais, quelque part, c'est intéressant, mais ça pose un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'évolution et qu'est-ce qu'on fait du progrès. Et dans la fantasy, finalement, il n'y a pas véritablement une vision progressiste de l'humanité. Il n'y a pas vraiment une vision évolutive. On a plutôt le sentiment que plus on progresse, plus on va vers quelque chose de sombre. Si vous prenez par exemple Star Wars, hein, c'est intéressant de voir que la République, on voit la République apporte des choses plutôt négatives. Et c'est intéressant de voir aussi que George Lucas a fait les épisodes 4, 5, 6, et puis qu'après il a eu besoin justement de revenir à l'épisode 1, 2, 3, où il y a véritablement la genèse de tout ce qui s'est passé. Et si vous regardez l'épisode 1 de Star Wars, on est vraiment dans un monde, c'est très beau, il y a de belles images, on est dans un monde où l'homme est en communion avec la Terre, il y a je ne me rappelle plus du peuple, mais en tout cas, on est sur des planètes où l'homme est en communion avec la Terre, et puis très vite la technologie va venir dans ce monde avec la République puis l'Empire, et va justement polluer ce monde. On est un petit peu dans cette idée rousseauiste finalement, que la société détruit l'homme, qu'elle va... c'est ce que je trouve un petit peu problématique, parce que qu'est-ce qu'on fait finalement ? Quelle confiance on peut avoir dans le progrès quand on a un peu cette vision que plus on avance, plus on va vers quelque chose de négatif. Vous avez, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est intéressant, si je prends maintenant Harry Potter, intéressant aussi, parce que si vous regardez, vous avez l'école de Poudlard, et l'école de Poudlard, vous avez aussi ces 3 grandes écoles, hein, avec le Serpentard, Gryffondor, enfin les 4 plutôt, Poufsouffle, et puis Médée. Serdaigle, merci, les 4. Et en fait, vous avez des ancêtres mythiques, et à chaque fois on se dit, ah, autrefois il y avait des magiciens qui étaient vraiment étonnants, hein. Et il y a toute une sorte de... Même l'ordre du Phénix, hein, qui est ressuscité par Harry Potter, il a existé avant Harry Potter, c'était déjà un ordre qui combattait le mal, et on a l'impression quelque part un petit peu que c'est mieux avant. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu la même chose aussi. La contrée vit finalement un peu dans la paix, les hobbits vivent calmement tous ensemble jusqu'à ce qu'il y ait cette guerre un petit peu qui les déchire, et puis l'anneau qui va créer le conflit avec le Mordor, Sauron qui va imposer une civilisation aussi très, très matérialiste, hein, très, très noire, le sorcier Saruman aussi qui va détruire la nature, on va détruire le lien avec la nature. On a aussi des films comme Avatar, hein, où on voit que la technologie apporte plutôt le mal sur une planète. On a des êtres qui vivent en parfaite harmonie avec le monde. On est à la limite du chamanisme. Je l'ai vu, Avatar. Moi, ça m'a beaucoup impressionné d'abord parce que je suis aussi un passionné de chamanisme. Et de voir comment justement cet être était en lien avec l'âme des ancêtres ou avec leur terre, avec la terre-mère. Et comment l'homme vient justement détruire tout ça pour exploiter un minerai. Et ça donne, c'est vrai, une drôle d'image. Moi, après, ça m'a laissé, je me suis dit, ouais, mais on apporte quoi aux jeunes finalement avec ça ? Donc, ça pose la question en effet de la confiance dans le progrès, dans l'évolution pour moi. Donc c'est pour ça que je mets un petit bémol maintenant et que je vais parler d'un engouement qui me semble problématique. Alors une fois de plus, hein, on va vite, hein, on parle, ça mériterait d'être développé. Je ne voudrais pas non plus vous donner l'impression que je suis un censeur et que je dis bouh, l'heroic fantasy c'est pas bien, il faut l'interdire, ou c'est pas bon pour les enfants. Ou... Je trouve qu'il y a des aspects qui montrent au contraire qu'il y a quelque chose qui se réveille chez les individus et qu'il y a une prise de conscience, mais il y a quand même certaines choses qui sont problématiques et moi j'estime qu'il est important de les souligner aussi, ces choses-là, qu'après on en débattra si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui paraît problématique dans la fantaisie, selon moi, toujours? Alors, je parle d'une antiquette, et je vous mets aussi une image peut-être qui vous évoque quelque chose, non? Vous voyez le Seigneur des Anneaux, hein, avec l'anneau justement de la quête de l'anneau. Hein. Je ne vais pas trop m'aventurer sur les traces du Seigneur des Anneaux, d'abord parce que j'adore et j'admire beaucoup Tolkien et j'ai une grande vénération pour cet écrivain et même pour son œuvre. Donc je vais parler plutôt d'autres romans, d'autres œuvres. Mais je pense que même dans le Seigneur des Anneaux, à mon avis, il y a certaines choses qui peuvent poser problème. Alors la première chose, c'est que, en fait, l'heroic fantasy, elle est très influencée par le mythe. Je ne vais pas non plus trop m'attarder sur ce qu'est un mythe, mais on peut dire rapidement que c'est un récit symbolique
qui conte aussi les aventures d'un héros et qui a pour but de nous aider à, on ne va pas dire répondre à des questions existentielles parce qu'on ne peut pas y répondre. Hein. Qui suis-je? Que fais-je sur Terre? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de l'amour? Quel est le sens de la mort? En tout cas, la question du sens, le mythe est là pour nous aider à nous poser la question du sens. Mais pas à répondre à la question du sens, parce que de toute façon, on ne peut pas y répondre. On peut n'y répondre qu'individuellement, et ce serait même, je dirais, le sens de l'existence d'arriver un jour à y répondre si on y arrive. Mais le mythe est là, au contraire, pour nous aider à nous poser des questions. C'est un peu l'histoire du mythe d'Oedipe, d'ailleurs. Hein. Vous savez, Oedipe, le sphinx lui pose des questions. C'est une des... Et les symboles, pour moi, dans le mythe, ils sont là pour nous interroger, pour nous poser des questions. Les symboles, ce sont des sphinx qui nous disent qui suis-je, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là. Le Graal, par exemple, hein, qui est vraiment aussi une passion pour moi, ça pose plus de questions que ça ne répond à des questions. Hein. Là, j'aurais bien du mal à vous dire en quelques mots qu'est-ce que le Graal. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit comme ça en 2 paroles, le Graal c'est ça, méfiez-vous de lui, hein, parce qu'à mon avis, ça pose problème. C'est aussi un peu le problème justement de la fantaisie. Alors là, je vais parler de Dan Brown et du Da Vinci Code, même si ce n'est pas de la fantaisie, parce que lui, justement, il s'est posé la question du Graal. Je me rappelle quand j'en parlais à mes élèves, c'est « Ah ouais, monsieur, le Da Vinci Code, ah ouais, ouais. Le Graal, Marie-Madeleine, c'est le sang réel, c'est le sang héritier de Jésus, c'est les mérovingiens, enfin toute la théorie finalement qu'il y a dans son roman. Et ça, je trouve ça problématique parce que finalement, ça ferme le symbole. Le symbole, avant tout, c'est un signe qui doit nous rendre... Alors pour prendre un terme linguistique, je vous dirais, c'est un signifiant, donc un objet, qui nous renvoie à une infinité de signifiés, à savoir de sens. C'est ce qu'on nous dit, ça c'est la définition linguistique, hein, pardonnez. Mais donc, un signifiant, donc par exemple prenez une croix, c'est une image très simple, un signifiant très simple ou un anneau, ou une lance ou une épée, ou prenez ce que vous voulez, qui appartient au monde manifesté, matériel, que je peux voir, que je peux toucher, mais qui va renvoyer à une infinité de sens, une infinité de réalités, et pas qu'une. C'est la différence entre le symbole et le signe. Un signe, c'est aussi un signifiant, une croix, qui ne renvoie qu'à un signifié, l'addition. Quand on calcule, on utilise des signes, on n'utilise pas des symboles. Hein. Et là encore, à l'école, je dirais qu'il faudrait faire attention. Peut-être je chipote un peu, mais c'est problématique parce que justement, après on confond, on mélange tout et puis on arrive dans des erreurs de ce type-là. Un signe, ça renvoie à quelque chose de très précis parce que justement, c'est un langage qui doit aller vite, qui a pour but la logique, alors que le symbole, au contraire, son objet c'est la lenteur, c'est l'existence, on a le temps avec le symbole. Avec l'objet, on va vite à quelque chose. Imaginez le code de la route si c'était des symboles. Imaginez la pagaille sur la route. Hein. Feu rouge, alors passion, amour, feu. Non, feu rouge, je freine. Hein. Vous savez, feu rouge, danger, stop. C'est ça. Et ça, c'est un signe. Dans le code de la route, vous n'avez que des signes, vous n'avez pas de symbole. Hein. Le symbole, justement, on peut passer une existence à essayer d'en parler. On ne l'épuisera jamais parce qu'il est ouvert. Et la poésie est symbolique, dans le sens où elle n'est jamais interprétée. Là, j'en parle en connaissance de cause, parce qu'en tant que professeur de français, quand on interprète un poème, finalement, on donne une interprétation, sachant qu'il y en a des milliers, voire plus. Alors, le problème dans la fantaisie, je jette juste, permettez un coup d'œil sur le temps, il est 9 h, donc rassurez-vous, je vais quand même conclure rapidement. Mais quand même, ça me paraît important. Le problème dans la fantaisie, c'est qu'il y a... Alors j'ai mis réification du symbole pour prendre un terme un peu savant, pour pas dire chosification. Parce que ça le fait pas, quoi, chosification. Réification, ça veut dire que quelque part, le symbole, on va en faire un objet tangible, physique, c'est-à-dire il va renvoyer à une chose, à un signifié, plus à une multiplicité de signifiés. On a beaucoup ça dans la fantaisie. Alors j'ai pris un peu Harry Potter comme exemple, parce que on se régale. Hein. D'ailleurs, une des choses qui m'a choqué, moi, quand j'ai lu Harry Potter, c'est la première chose, c'est que dans Harry Potter, finalement, tout est un peu réduit. Alors là, je vous donne un peu l'image, je vais un peu vite, c'est le phénix, dans l'ordre du phénix notamment. Alors dans Harry Potter, le phénix, c'est un oiseau. Hein. C'est l'oiseau de Dumbledore, il existe, il vole, il vient au secours de Harry Potter, même dans le 2e tome, il aide Harry Potter, il le défend contre un monstre. Il y a l'ordre du phénix, mais l'ordre du phénix, c'est pas du tout quelque chose de symbolique.
ça devient, c'est pas le phénix dont nous parle Wolfram von Eschenbach dans Parsifal, hein, quand il nous dit que le Graal a la vertu du phénix, qui est de mourir et de ressusciter. Le phénix, c'est aussi un objet alchimique, donc ça renvoie à des tas de choses très... Ça renvoie aux grandes œuvres alchimiques, ça renvoie à la mort, à la résurrection, ça renvoie au je suis, ça renvoie au Graal. Et on ne peut pas comme ça dire simplement à un oiseau qui a la vertu de mourir et de renaître de ses cendres. Ça, c'est une image, c'est un symbole. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est problématique, je trouve. Un autre objet aussi dans le deuxième opus de Harry Potter, peut-être vous le reconnaissez, ce qu'il a dans la main là, c'est Ron. Il a une pierre en fait qui est la pierre philosophale dans sa main. Et dans le deuxième opus, en fait, c'est toute la quête de Harry Potter, la quête de la pierre philosophale, qui est là en fait finalement pour aider Voldemort, le Seigneur des Ténèbres, à ressusciter, à revivre dans un corps physique. Et cette pierre, c'est vraiment une pierre, c'est un bijou, on la voit. On peut la voir, on peut la toucher et on peut la posséder. Et je trouve ça problématique parce que quand on étudie un peu l'alchimie, on se rend compte que la pierre philosophale, c'est quelque chose de bien plus large, hein, qui peut recouvrir à la fois finalement ce qu'on a tous au fond de nous, puisqu'on nous dit que la pierre philosophale, finalement, c'est un peu la pierre qu'on a cachée au fond de nous. Hein. Visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu découvriras la pierre occulte, cette pierre cachée en toi. On peut se poser la question. Personnellement, moi, après des années d'études, je pense que cette pierre philosophale, c'est finalement ce qui fait la véritable force de notre individualité, ce qui fait de nous des individus. Mais alors dans Harry Potter, quel serait le lien entre la pierre philosophale et moi? J'en vois pas. Déjà en tant que lecteur, c'est un peu le problème, c'est la différence du mythe. Quand je lis un mythe, je peux toujours me sentir interpellé par le symbole qui est dedans, et quelque part le symbole me parle toujours à moi en tant qu'être. Le symbole est anthropocentrique. Quand je parle de la quête du Graal de Perceval, je parle de moi et de vous tous. Enfin, je parle de moi en tant qu'être humain. Quand je parle d'Oedipe, je parle de moi. Quand je parle du roi Arthur, je parle de moi, de mes facultés. Le héros, dans un mythe, c'est un ouvreur de chemin. C'est quelqu'un qui va, à travers ses exploits et ses aventures, nous permettre d'acquérir des facultés intérieures. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un auteur, et ça y est, j'ai perdu son nom, excusez-moi, qui a fortement inspiré Georges Lucas, d'ailleurs. Peut-être ça reviendra à la fin. Et qui nous dit que justement, le héros, la fonction du héros, c'est à travers ses aventures d'aider l'homme à acquérir des facultés intérieures. Et donc, ça c'est un petit peu le problème, vous voyez, deuxième exemple. Je prends un troisième exemple qui est plus près de nous, parce que c'est l'objet du 7e opus de Harry Potter. Peut-être vous reconnaissez, c'est pas un symbole, ce signe, justement, non? Les reliques de la mort, peut-être. C'est d'ailleurs le titre du 7e roman. Là, ce qu'on voit, ce sont les reliques de la mort, justement. Donc, dans le 7e opus du livre, on nous raconte un conte. On nous dit que la mort, finalement, un jour a croisé trois personnages, 3 frères. Et après différentes épreuves, elle leur a donné des objets qui vont les aider, justement, à affronter la mort. Il y a 3 objets. Alors, 3 objets, donc un qui est stylisé ici, une baguette de sureau, qui va d'ailleurs appartenir à la fin à Harry Potter et qui va lui permettre de détruire Voldemort. Vous avez ici le deuxième objet, en fait, qui est la pierre de résurrection, qui permet de faire revivre quelqu'un qui est mort, qui va permettre à Harry Potter de revivre, justement, à la fin. Et le troisième, c'est la cape d'invisibilité, qu'il utilise aussi pour se cacher. Mais voyez, moi c'est ce que je trouve de problématique, c'est que si j'avais pas lu Harry Potter, moi je vois ça, j'ai l'impression que j'ai un symbole rosicrucien qui m'évoque, je sais pas, des tas de choses, quelque chose de transcendantal, une élévation de l'âme, je sais pas, une verticalité, la circularité du monde, l'univers infini, je ne sais quoi, le plan qui a aidé les bâtisseurs de cathédrales à construire leurs ouvrages. On peut y voir des tas de choses, ou l'œil, hein, qu'on a dans le dollar, vous savez, l'œil, la conscience un petit peu qui préside à toute chose, la pyramide des Égyptiens. Moi j'aurais envie un petit peu de rêver et de voyager avec ce symbole, et là on nous dit finalement que ce sont ces 3 objets. Et c'est ce que je trouve un petit peu problématique. Déjà, après on pourrait prendre des tas d'exemples. J'ai évité de prendre l'anneau dans la quête parce que je vous avoue, je me suis creusé longtemps la tête. Je me suis quand même dit que l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même quelque chose qui est assez fermé. Ça représente un peu le pouvoir, la puissance.
C'est-à-dire c'est un objet, quand on le met à son doigt, c'est un anneau qui est là pour les emprisonner tous. Hein, quelque part, je ne connais pas la formule exactement, mais il a été créé pour asservir toutes les races qui existent dans la Terre du Milieu. Et cet anneau, celui qui le possède, il a la toute-puissance. Il représente un peu la puissance. Mais là, déjà, c'est un symbole fermé, même si ça reste quand même quelque chose de symbolique. C'est un symbole assez fermé. Si vous lisez le mythe de... Le ring, hein, par exemple, l'anneau devient autre chose de plus ouvert, quand même. L'anneau, il y a la circularité, il y a beaucoup de... On pourrait aller très loin avec l'anneau. Hein. Quand on met un anneau quand on se marie, c'est un symbole. Ça représente la fidélité, ça représente le temps, on ne peut pas le fermer. Ça représente aussi l'hymen. Hein. Quand on prend l'anneau quand Perceval prend l'anneau de la dame dans la quête du Graal, ça veut dire que quelque part il la viole, qu'il prend sa virginité aussi. Mais ça reste ouvert, ça reste libre d'interprétation. Mais je vous dis, je ne m'aventure pas trop dans le Seigneur des Anneaux. Et dernière chose, et après, on passera peut-être plus au débat, s'il y a, c'est que je pense que l'autre aspect problématique de la fantaisie, c'est que ça donne un peu une vision matérialiste du monde spirituel. Alors, quelques exemples. J'ai pris une image qui est empruntée au Seigneur des Anneaux, même si je vous ai dit que j'admire beaucoup. Ce qui me semble assez problématique dans l'œuvre de Tolkien, c'est la façon justement dont le monde, ce qu'on appellerait le petit peuple ou le peuple lumineux, est traité. C'est-à-dire qu'on a véritablement l'impression que les elfes, dans le Seigneur des Anneaux, c'est une race qui vit à côté des hommes, qui côtoie les hommes et qui a les mêmes qualités que les hommes. Ils sont incarnés dans un corps de chair, ils peuvent devenir des guerriers, ils peuvent avoir des armures, des épées, des arcs, chevaucher des chevaux, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez matérialiste finalement dans le regard. Quand on pratique un peu le chamanisme, on se rend compte que ce petit peuple, on peut le côtoyer, mais qu'il faut justement toute une démarche, tout un travail sur soi pour arriver à le percevoir, que c'est très long, qu'il faut apprendre à maîtriser les portes qui se trouvent dans les forêts, qu'il faut apprendre à faire le calme en soi, à ouvrir un regard, pour espérer un jour peut-être y accéder. Ça me fait encore penser à ma fille, hein, quand j'avais emmené dans la forêt de Brocéliande, qui me disait « Mais moi, je les vois pas, les fées, je les verrai jamais de toute façon. Comment on fait pour les voir ?» Alors, franchement, c'était pas simple. Alors, je lui ai dit « Ouvre ton cœur et puis d'abord, fais moins de bruit. » Et puis, on essaye. Mais vous voyez, il y a un peu une démarche poétique pour ça. Il faut aller vers. C'est une vraie quête pour moi. Et là, le problème, c'est que ce monde-là, et c'est aussi le problème du cinéma, on a ça un peu moins dans le roman. Je ne sais pas vous si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai trouvé personnellement le monde des elfes un peu kitsch. J'ai trouvé le monde des orques et le monde de Sauron et du mal, du Mordor, très beau, magnifiquement fait, c'est la beauté du mal d'ailleurs. C'est un petit peu ce qui est problématique, c'est qu'on a l'impression que le mal est toujours plus fort et plus beau que le bien. Le bien dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un petit côté kitsch, vous savez, avec des effets un peu surannés, avec des surbrillances, une musique avec des flûtes, des violons, des synthétiseurs. Enfin bon, moi ça ne me parlait pas en tout cas. Et je trouve assez problématique quelque part de figer un peu le spirituel comme ça, qui peut être aussi très puissant. Et puis un peu, c'est ce que je disais aussi aux élèves, souvent ça me donne l'impression de quelqu'un qui rentrerait dans une cathédrale pendant un office avec un Walkman sur la tête. C'est-à-dire que, au lieu de se mettre à la hauteur de ce qu'on est en train de percevoir, on rentre avec son monde, on rentre au cinéma avec son popcorn, comme ça, et puis tout d'un coup, voilà, on voit les elfes qui nous arrivent dessus. On n'a pas véritablement de démarche à faire. C'est ce qui me semble aussi un peu problématique. Alors cette chose-là, pour moi, elle culmine un peu dans Star Wars, j'ai mis une image, avec justement la force, parce qu'il n'y a pas véritablement de spiritualité dans Star Wars, en tout cas, pas affiché, mais il reste quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous parle de la force, les Jedi, hein. Et on peut dire ce sont des chevaliers, finalement, c'est un peu leur Graal à eux, la force. Il y a quelque chose, c'est un petit peu les Templiers, etc. Et là où j'ai été très déçu, c'est je crois que c'est dans l'épisode 3, on doit dire ça, enfin vous me dites si c'est le 3 ou le 2, je ne sais plus, où la force tout d'un coup elle devient une analyse, on peut analyser le sang du petit Dark Vador d'ailleurs, d'Anakin Skywalker, et en faisant une simple analyse de sang, il se rend compte qu'il a un taux de millichlorine, je ne sais plus quoi exactement un nom, enfin c'est un truc pseudo-savant, qui fait que lui, il a la force. Vous voyez, comme si on pouvait prendre mon Rhésus, il dit, toi, t'es spirituel, toi, tu l'es pas, t'es Rhésus machin, t'es Rhésus truc, t'as la force, t'as pas la force. Et ça, j'ai trouvé ça assez problématique aussi.
Et cette force, d'ailleurs, intéressant de voir au cinéma comment elle se manifeste, hein, ce sont toujours des effets électromagnétiques. C'est-à-dire, il fait comme ça, hein, si vous regardez l'empereur, il met ses mains, parce qu'il n'a pas besoin d'épée, lui. Hein, et puis, vous avez des éclairs qui sortent, des éclairs bleus, comme ça, qui crépitent. Et puis, vous avez le type qui se met à suffoquer, comme ça, à tomber par terre, comme là. Et il est submergé par la force. Donc, finalement, quelque chose qui pourrait être spirituel devient quelque chose d'électromagnétique. On pourrait dire que c'est la matière de la matière, hein, c'est ce qui même préside au phénomène matériel, l'électromagnétisme. Et voilà, donc la question que je poserais justement en terminant, c'est quelle place laisse-t-on à la spiritualité dans la fantaisie, hein? Alors peut-être qu'après vous pourrez donner des contre-exemples. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais finir. Et justement, je termine par cette question. Référence à un ami qui n'est pas là ce soir. And so what? C'est-à-dire, bon, on en a parlé un petit peu, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant de tout ça? Et c'est peut-être de ça dont on pourrait parler ensemble, c'est-à-dire, là, je vais rentrer chez moi, je vous ai dit tout ça, et je vois le Harry Potter, ma fille endormie à côté de son Harry Potter, est-ce que je le jette à la poubelle? Est-ce que je continue à aller voir les blockbusters qui sortent? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est un petit peu la question, moi, que j'aimerais poser et partager avec vous. Parce que là encore, c'est plus une question, sinon ce serait dogmatique si je vous donne des éléments de réponse.